des personnes comme nous. C'est pas parce qu'il est malade que tu vas le rejeter. Si il n'a pas accepté pour les autres là, et pour moi alors un jour. Manger là c'est un peu difficile parce que déjà aimer la cuillère dans sa bouche et la salive aussi. On peut dire que le préjugé sur le VIH-Sida s'est quelque peu dissipé, mais la stigmatisation reste encore une réalité. Léontine est responsable au RIP+, le réseau des personnes vivant avec le VIH. Elle vit avec la maladie depuis 1997 et accepte de témoigner à visage découvert pour briser le tabou. Je sors pour m'afficher, pour pouvoir préserver les autres, pour pouvoir aider les autres. Même un simple soupçon suffit pour être rejeté. C'est pourquoi ce malade préfère garder l'anonymat. Ma femme vendait de la ticket. Un jour, il y a quelqu'un qui a dit non, mais le couple qu'on a vu là-bas m'a dit que sa femme est infectée. Une semaine après, la clientèle a diminué. Victimes de discrimination, les malades du sida ne sont pas seuls à subir l'hostilité des autres. Pour leurs proches également, la vie quotidienne est infernale. Chaque fois, ces enfants sont stigmatisés, même au niveau de l'école. Lorsqu'ils sont en train de jouer, leurs amis, oh, toi va là-bas, ta maman qui dit elle a infecté, elle a le sida. En Côte d'Ivoire, 20% de personnes refusent de s'occuper d'un parent malade du sida. Ces chiffres émanent de l'enquête démographique et de santé 2011-2012. Cette démission a un impact négatif sur la lutte contre la maladie selon le Programme national de lutte contre le sida. Changer de comportement pourrait améliorer fortement les chiffres dans le cadre de la lutte. La lutte contre la stigmatisation est le devoir de tout Ivoirien. Chaque Ivoirien doit se dire qu'il a une responsabilité dans la réponse au VIH. Encore mal acceptés dans nos sociétés, certains malades porteurs du VIH vivent malgré tout avec le moral haut. On ne peut pas empêcher quelqu'un de penser. Mais il faut dire que nous aussi, nous avons développé un concept pour nous permettre d'avoir l'estime de soi. Donc je me sens bien dans ma peau. 30 ans après la découverte du premier cas, des malades du sida continuent d'être rejetés par la société. Et pourtant, parler du VIH-Sida autrement est porteur d'espoir. Il s'agit de donner un visage humain à la maladie, ne plus parler du sida en termes de mort, mais plutôt de maladie chronique, car les personnes atteintes connaissent une qualité de vie qui ne leur était pas accessible auparavant. C'est la nouvelle mission dévolue à tout le monde. Bien de choses ont donc été faites pour donner au sida un visage humain, mais la sensibilisation pour le faire accepter, comme toute autre maladie, doit continuer. Des bouquets de fleurs pour féliciter Mamadou Doumbia. Sa femme vient d'avoir des quintuplés, soit 5 bébés en un seul accouchement. En 22 ans de mariage, Wassa Touré, épouse Doumbia, est à sa deuxième maternité à l'âge de 49 ans. Quand le médecin a sorti les 4 bébés, il a dit hey, il y a encore un bébé qui était là. Mais imaginez que si tu vas dans de bonnes structures, on s'occupe tellement bien de moi ici que je commence à me retrouver. On s'attendait à 4 enfants et le 5e, on ne le savait pas du tout. Dieu nous a donné 6 enfants à 2 maternités. C'est la prière de tous ces anonymes-là qui a porté aujourd'hui. Un accouchement délicat avec des exigences d'une bonne prise en charge médicale et aussi sociale dans cette clinique privée. C'est une dame aussi qui pèse 167 kilos. Il fallait réunir une équipe multidisciplinaire et avoir un plateau technique adéquat pour organiser un tel accouchement. C'était un triple défi. Un défi anesthésique, un défi pédiatrique, un défi chirurgical. Et surtout dans le service de néonatologie où sont les bébés, on a un service de monitoring de pointe aujourd'hui. On a déjà eu des quadruplés, mais c'est la première fois qu'on a des quintuplés. Et on ne pouvait pas rester indifférent à ça. Les quintuplés, dont 4 filles et un garçon, nés il y a 4 jours, se portent bien. C'est la fin d'une longue attente pour ces parents français venus chercher leur enfant à Kinshasa. Depuis septembre 2013, les autorités bloquent la sortie des enfants congolais adoptés à l'étranger en invoquant des soupçons de mauvais traitement dans certains pays. Mais, début novembre, elles ont annoncé que 72 enfants allaient pouvoir quitter le Congo. Pour ces parents et ces enfants qui ne se sont encore jamais vus, la première rencontre a été chargée d'émotions. Pendant 2 ans et demi, on a eu des nouvelles par téléphone et par photo.
Et ce qui est très impressionnant, c'est qu'effectivement, ce matin, quand il est rentré dans le salon, il est venu tout de suite vers nous. Il m'a pris la main et il ne m'a pas lâché. On a hâte de rentrer parce qu'on a un petit garçon de 5 ans à la maison, le grand frère de Félicien. Donc on a hâte d'être réunis, oui. Ouais. C'est, voilà. Ça, je crois que ça sera vraiment là le point de départ de notre famille, quoi. Rire et joie pour ces familles le soir à leur retour. Mais à la Maison de l'Espoir, des dizaines d'autres enfants rêvent de pouvoir enfin être serrés dans les bras de leurs parents. Ça fait longtemps, il y a des enfants qui ont fait déjà ici 3 ans. Ça fait longtemps, ils veulent avoir leurs parents, ils veulent être ensemble avec leurs sœurs, leurs frères, c'est ça. En attendant, enfants et parents s'écrivent des lettres. Plus de 1200 jeunes Congolais adoptés en Amérique et en Europe sont encore séparés de leurs parents. Et pour Kinshasa, il n'est plus question de laisser sortir des enfants avant le vote d'une nouvelle loi sur l'adoption internationale. La loi est en cours de discussion, donc rien encore n'est débloqué. Ces 11 enfants ont de la chance. Ils ont atterri vendredi à Paris. Autonomisation des femmes, lutte contre les violences basées sur le genre, VBG, changement des normes sociales. Bel exemple dans le village Trokoulin-Pleu dans la sous-préfecture de Danané. Son chef a réussi par la sensibilisation à lutter contre les mariages précoces et forcés et créer la cohésion sociale dans la communauté et l'harmonie au sein du couple. Nous avons aussi interdit les rapports sexuels avec les filles de moins de 18 ans. Celui qui s'avérait à violer ces lois sera amendé d'une somme de 125 000 francs plus un bélier. En cas de viol, en tout cas, on traduit la personne directement devant les autorités judiciaires. Quant à ce couple, il a bénéficié de 4 mois de formation pour la bonne marche du foyer. Maintenant, quand je gagne un peu d'argent, j'associe ma femme et nous discutons. À la gestion, nous discutons ce qu'on peut faire et quand elle est d'accord, souvent on associe même nos enfants. Et actuellement, nous sommes beaucoup heureux. Des actions possibles grâce au programme Reconstruction des Nations par et avec les femmes et les filles de l'ONG International Rescue Committee, IRC. Un programme qui a favorisé la prise en compte de plus de 10 000 cas de violences basées sur le genre. On peut faire baisser durablement les violences basées sur le genre à travers un certain nombre d'actions et de méthodologies, et notamment lorsqu'elles sont holistiques, c'est-à-dire qu'elles incluent la prévention, la réponse et l'autonomisation socio-économique des femmes. Lorsqu'on allie notamment ces 3 piliers-là, on peut avoir une réponse durable et une baisse durable des violences basées sur le genre. Donc ce changement, il est possible. Mais ce changement, il est dur, il est lent et il n'est possible qu'avec l'implication de tous. La mise en œuvre du rapport s'est faite de janvier 2008 à avril 2015. 500 000 personnes ont été sensibilisées sur la problématique des violences basées sur le genre, dont 6 000 leaders communautaires. Et 1700 couples ont été formés à la gestion du foyer. En tout, 79 localités visitées.